Inspiration. Alors, le lait, les tomates, le poulet bien sûr, le liquide vaisselle, la mozza, le concombre et... Où est-ce que c'est? Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié le curry, c'est pas possible. Oh putain. Bon, il est quelle heure? Le temps de faire l'aller-retour, ouais, ce sera fermé, c'est mort. Bon, va falloir que je trouve autre chose comme alternative. Je suis quasi certain que la situation que je viens de vivre et de vous décrire vous parle, car vous l'avez déjà vécu. Vous aviez prévu le plat du soir et évidemment, il vous manque ce petit truc qui est essentiel pour votre recette et tous les magasins sont maintenant fermés, à part peut-être l'épicier du coin, ce qui vous pourriez vous rendre en courant pour aller dépenser des sommes dantesques qui vous feraient regretter aussitôt votre joueuse mémoire. Vous le savez pourtant que vous êtes tête en l'air, c'est pour cela que vous avez fait une liste, que vous avez bien évidemment oubliez de consulter. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui, comme je l'ai entendu cette semaine, adorent faire leurs courses, mais surtout pas à Paris, ou en Île-de-France. Vous, ce que vous aimez, c'est peut-être prendre votre petit caddie, vous balader dans les rayons vomissant une pléthore de possibilités plus ou moins culinaires, gustatives, nutritives, et peut-être que ce que vous aimez, c'est cet étalage presque indécent d'une offre colorée, vibrante, acide, tape à l'œil, de produits pour la plupart complètement inutiles, mais qui vous font du bien à voir, à utiliser, à consommer. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes pour qui les courses, les hypermarchés et autres galeries marchandes représentent une sortie un peu particulière, une sorte de rituel hebdomadaire, en famille ou non. Je ne sais pas non plus si vous êtes de ces robots qui, à l'inverse, foncent tête baissée, qui savent machinalement où se trouve quoi et quoi se trouve où, ayant pour objectif la sortie la plus rapide de ces temples consuméristes. Je ne sais pas enfin si vous avez des habitudes, un trajet prédéfini, d'abord le rayon des pâtes, puis celui des conserves, les sauces bien sûr, les gâteaux, le frais, les fruits et légumes et le pain. Je ne sais pas tout ça, mais je sais une chose, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent vous parle, pour une raison bien simple. Faire ses courses est une nécessité pour chacun, que vous soyez actif ou non dans cette tâche, vous avez à un moment dans votre emploi du temps un créneau qui est dédié. Simple acte de subsistance, bah oui, si on ne mange pas, on meurt, et pour survivre, il nous faut des vivres, et donc il nous faut faire les courses. Simple acte de subsistance, disais-je, faire ses courses peut se révéler bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Salut tout le monde, c'est Jules. Bienvenue dans cet épisode de 154, où nous allons parler aujourd'hui, au roulement de tambour, vous l'avez compris, des courses et plus largement des hypermarchés. Alors attention, je vous rassure, vous ne vous êtes pas perdu sur un podcast de philosophie un peu expérimentale, quoique nous aurions beaucoup à dire dans ce contexte également, nous sommes bien sur un épisode de notre club de lecture. Et c'est là que vous vous posez sans doute la question, mais Jules, est-ce que tu as vraiment lu un livre sur l'art de faire ses courses ? Eh bien oui, enfin oui et non. Le livre en question, ça n'est pas l'art de faire ses courses et autres stratégies pour en finir avec la corvée du samedi. Non. À nouveau, il ne s'agit pas d'un roman à proprement parler, ni même d'un essai, et nous y reviendrons. Ce livre, c'est une sorte d'expérimentation ayant pour but de dépeindre la réalité de la vie telle qu'elle est observée, agrémentée d'une analyse parfois maigre sur le quotidien de tout un chacun, des randoms que nous sommes, les gens normaux, tout cela sous la forme d'un journal d'observation, des sorties en hypermarché de son auteur, à l'Auchan de Cergy pendant 1 an, entre novembre 2012 et octobre 2013. Le livre en question est donc un recueil, assez court, d'à peine une centaine de pages dans mon édition. J'ai nommé « Regarde les lumières mon amour » d'Annie Ernaux, sorti pour la première fois en 2014. Alors vous en conviendrez, le titre dans sa dimension un peu poétique est trompeur car il ne reflète pas le contenu de l'ouvrage en tant que tel, mais il est ce titre pourtant cru de vérité, car il s'agit d'une remarque entendue par Annie Ernaux lors d'une de ses escapades. Cette phrase « Regarde les lumières mon amour » à elle seule suffirait presque à caractériser l'absurdité qu'il y a à trouver de la beauté dans un acte aussi monotone du quotidien, le tout ayant pour cadre le temple de l'aliénation des individus par la machine du capital. Je vous rassure, je ne vais pas non plus me lancer dans une diatribe de l'économie actuelle, même si vous avez déjà des éléments de réflexion dans l'épisode fait avec Gaëtan sur ralentir ou périr, que je vous encourage à aller écouter. Non, je ne vais pas me lancer là-dedans, je vais quand même, maintenant,
m'attacher à vous convaincre de l'intérêt que peut avoir ce petit ouvrage. Alors pour vous mettre un peu de contexte, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai lu ce livre. Tout d'abord, j'adore manger. Bon, c'est déjà un bon argument. Puis pour manger, il faut faire des courses. Voilà, maintenant sujet suivant. Un peu plus sérieusement, à titre personnel, je n'avais jamais lu de livre d'Annie Ernaux, et encore moins un livre sur les caddies et sur le Auchan. Bon, disons-le clairement, comme ça ne vend pas particulièrement de rêve. J'ai entendu parler de ce livre par la même personne qui m'a conseillé L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite immédiatement à aller écouter l'épisode du 154 qui y est dédié. Vous allez voir, c'est absolument top. Cette personne m'en a donc parlé de cet ouvrage qu'est Regarde les lumières, mon amour. Et au premier abord, je dois avouer que j'étais un peu dubitatif. J'ai donc approfondi le sujet en regardant en diagonale un peu ce que l'internet avait à me dire dessus. Et j'ai même écouté une interview de l'auteur qui parlait de son bouquin. Il y a certains auteurs qui sont pas particulièrement doués pour parler de leur propre livre, mais c'est un autre débat. Toujours dubitatif, j'étais quand même intrigué et je me suis dit qu'il y avait un petit potentiel, notamment sur toute la partie sociologique de mise en perspective des comportements. Et c'est sur ce point-là qu'on reviendra par la suite. Quand je suis allé acheter L'adversaire, j'ai pensé à cet ouvrage, je suis passé devant, et puis je me suis dit que j'allais laisser sa chance au produit. Le livre d'Annie Ernaux, il est intéressant puisqu'il fait appel au vécu de chacun, que je narrais un peu plus haut. Il apporte une nouvelle lecture sur un acte routinier, machinal, hors du temps et hors de toute conscience. Personne, du moins au quotidien, se dit « Ah, quand je vais aller faire mes courses, il faudrait absolument que j'analyse tout ce qui va se passer, tout ce que je vais voir. » On entre, on empile dans le caddie, on paye, on sort, fin. Donnons-nous aujourd'hui la liberté d'aller un petit peu plus loin que ça. Commençons par le commencement. Les épisodes que nous décrit l'auteur se déroulent dans un hypermarché, l'hypermarché Auchan de Cergy. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'un hypermarché? Alors là, je vais vous citer la définition de l'INSEE. Au sein de l'alimentaire non spécialisé, les hypermarchés ont une surface de 2500 m² et plus, les supermarchés de 400 à moins de 2500 m², les supérettes de 120 à moins de 400 m² et les commerces d'alimentation générale de moins de 120 m². On est vraiment sur une définition basée sur la superficie qui est occupée par l'établissement. Et vous pourrez même placer dans cette échelle que je viens de vous citer votre épicier du coin en fonction de la taille de son commerce, et on remarquera d'ailleurs très souvent l'inscription alimentation générale qui est la démonstration de la fine et parfaite connaissance qu'a votre épicier des définitions qui sont données par l'INSEE. Et ça c'est quand même admirable. Alors cette définition, même si elle est très académique j'en conviens, elle a quand même une certaine importance. Elle a son importance car elle détermine le cadre de notre analyse, le cadre où va se passer l'action. L'hypermarché c'est le lieu de référence. Il constitue finalement un échantillon représentatif de la population dans son ensemble. Tous les gens normaux font leurs courses et en tant que tel, l'hypermarché est finalement une société en propre avec ses propres règles, qu'elles soient écrites ou non, ses propres comportements, écrits ou non. Et c'est tout cela finalement que va décrire Annie Ernaux. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail analytique de ce que l'on peut tirer du livre, ça n'a pas particulièrement d'intérêt, mais je vais quand même vous proposer quelques axes qui ressortent de tout cela, une fois qu'on combine toutes les observations qui sont faites. La question centrale, c'est celle de la société que forme notre hypermarché, et donc de la population, des règles, des espaces, des temporalités qui y sont associées. L'hypermarché, on l'a dit, c'est un espace de référence, qui combine tout type de population, toute catégorie de population, toute classe sociale, dans une certaine mesure, et en ce sens, c'est un espèce de microcosme qui représente le macrocosme de la société avec un S majuscule. Cette notion de faire une mini-société en tant que telle, comme s'il existait une sorte de contrat social entre les clients et l'enseigne en question, elle est primordiale parce que l'hypermarché l'utilise comme étant un moyen d'asservir sa clientèle, et ça on va y revenir un peu plus bas. Cette société c'est pas juste une image, elle est verbalisée, comme le constate Annie Ernaux. Je cite page 24 de mon édition. Je remarque un écriteau en hauteur. Par respect pour nos clients, il est interdit de lire les revues et les magazines dans le magasin. Merci de votre compréhension. Ce qui m'irrite le plus dans cette interdiction, c'est le possessif « nos », substitué au « les » qu'on attendrait. Ni moi, ni les autres ne sommes la propriété d'Auchan, encore moins ses associés. Ses clients ne sont pas les miens, les nôtres. Ce « nos » est typiquement faux jeton. On voit donc qu'il y a là une distorsion de la réalité que fait l'hypermarché et qui lui permet d'avoir la main sur sa population, sur ses clients. Mais paradoxalement, cette population, elle reste une masse relativement informe, dont la seule identification possible se fait par ses achats.
Je cite à nouveau page 39 de mon édition. Ici, plus que partout ailleurs, difficulté à cerner et à qualifier l'instant présent. La signification de tout ce qui se passe devant mes yeux en même temps que j'avance. Je ne vois des gens que leur corps, leur apparence, leurs gestes, ce qu'ils mettent dans leur panier, leur caddie. J'en déduis plus ou moins leur niveau de vie. Me demeure invisible l'essentiel, dissimulé même sous les caddies débordants du week-end, cette évaluation incessante entre le prix des produits et la nécessité de se nourrir, à laquelle sont astreints la plupart des gens. Moins on a d'argent, et plus les courses réclament un calcul minutieux, sans faille, plus de temps. Faire la liste du nécessaire. Cocher sur le catalogue des promos les meilleures affaires. C'est un travail économique incompté, obsédant, qui occupe entièrement des milliers de femmes et d'hommes. Le début de la richesse, de la légèreté de la richesse, peut se mesurer à ceci, se servir dans un rayon de produits alimentaires sans regarder le prix avant. Cette population, elle est aussi identifiée par les espaces dans lesquels elle va évoluer. Vous aurez le rayon bio, qui est un espace dédié, ou encore l'espace super discount, qui se retrouve, ironiquement, proche des croquettes pour animaux de compagnie, et possède des écriteaux très spécifiques indiquant que le vol est lourdement répréhensible, qu'il est condamnable, écriteaux que, bien entendu, nous ne retrouverons pas ailleurs dans le magasin, et encore moins au rayon bio. En autre exemple, j'aurais pu aussi vous citer les magasins Ikea qui, dans leur espace, dans leur disposition en forme de labyrinthe, vous imposent un passage par la grande majorité de ces rayons, vous faisant vous arrêter devant cette superbe lampe en forme de flamant rose dont vous avez absolument besoin, vous qui étiez venu chercher un canapé. Cette population, elle comprend bien évidemment les clients, mais également les employés du magasin. En particulier, nous avons les métiers de bouche qui forment une sorte de caste spécifique au sein de l'hypermarché. Un client vient d'arriver, il me quitte aussitôt en s'excusant. Lui, comme le boucher, le boulanger et le fromager, jouissent en raison de leur savoir-faire d'une autonomie et d'une responsabilité qui les situe à part. Avant d'être les employés d'Auchan, ils sont des gens de métier, des artisans. Ils forment une espèce de noblesse, généralement masculine. Au-delà de cette noblesse par le métier, nous avons aussi la sécurité, plus discrète en apparence, cependant présente partout, grâce aux caméras, et par les règles implicites qui existent, notamment celle du vol à l'étalage. Vous savez, dans ce rayon des fruits et légumes, il est courant de voir un petit grain de raisin grignoté par un client. Ce grain de raisin, s'il est grignoté, c'est toléré. Pour une pomme, par contre, c'est condamnable. Le vol est caractérisé, carte aller en prison sans passer par la case départ. La population classique de la clientèle se discrimine aussi et beaucoup par le temps. Chaque temporalité est associée et est spécifique à une certaine catégorie de clients. Je vous lis. Comme d'habitude, je remarque que la clientèle du soir, plus jeune, plus diverse ethniquement, contraste avec celle du jour. L'heure des courses ségrègue les populations de l'hyper. Le matin tôt, c'est le moment des couples de retraités, lents et bien organisés avec leur cabas personnel dans le caddie, leur chéquier, dont ils détacheront soigneusement le chèque à la caisse, en n'oubliant pas de noter le montant payé sur le talon. Au milieu de l'après-midi, il y a beaucoup de femmes seules, d'un certain âge ou jeunes et accompagnées d'enfants, qui font leurs courses avec leurs poussettes de marché en tissu plastifié, signe qu'elles sont venues à pied ou en bus parce qu'elles ne savent pas conduire ou qu'elles ne disposent pas de voiture. À partir de 17h, afflux de gens qui sortent du travail. Un tempo rapide bousculant s'empare des lieux. Écoliers avec mères, lycéens. Entre 20 et 22h, des étudiants et, plus rare, à un autre moment du jour, des femmes en longue robe et voile ample, toujours accompagnées d'un homme. Est-ce que ces couples choisissent le soir par commodité ou parce qu'ils se sentent moins dévisagés à cette heure tardive et de moindre fréquentation ? Il y a des gens, des populations, qui ne se croisent jamais. Le journal municipal m'apprend que 130 nationalités sont présentes sur l'ensemble du territoire de Cergy. Nulle part ailleurs, elles ne se côtoient autant qu'au centre commercial Les Trois Fontaines, à Auchan. C'est ici que nous nous habituons à la présence proche des uns et des autres, mus par les mêmes besoins essentiels de nous nourrir, nous habiller. Qu'on le veuille ou non, nous constituons ici une communauté de désirs. Mais cette temporalité très particulière, elle est aussi pour une raison simple, c'est l'hypermarché qui vous l'impose. Annie Ernaux écrit « Perdre la notion de l'heure qu'aucune horloge n'indique ». En effet,
Il n'y a pas d'horloge. Vous n'avez pas d'horloge, par exemple, pour appréhender le temps dans les rayons, la sensation du temps qui s'écoule pendant que vous tergiversez pour savoir ce que vous mangerez ce soir. Cet immobilisme du temps se retrouve plus globalement, tout comme nous le dit Annie Ernaux. Je cite page 55 de mon édition. Curieuse impression que le temps ici ne s'écoule pas, qu'il est un présent répété maintes et maintes fois, qu'il n'y a pas d'histoire, même ma mémoire est muette. C'est en dehors de ce lieu, transcrivant tout ceci chez moi, que je me souviens de scènes vues ailleurs, dans d'autres supermarchés, en d'autres époques. Le temps prend place et s'impose comme un gaz, en occupant tout l'espace que l'hypermarché lui octroie jusqu'à la caisse, où, de nouveau, se fait l'exercice d'individualisation de la masse des clients, pouvant s'identifier par la lecture des achats qui sont faits, comme je l'évoquais plus haut. Entre parenthèses, cette démarche de déduction, via les achats réalisés, est d'ailleurs plutôt amusante à faire. C'est ce que l'on nomme le cold reading, ou lecture à froid, qui correspond tout simplement à l'idée de déduire d'un ensemble d'observations des informations données sur une personne, son métier, son style de vie ou autre. Je vous encourage à essayer. Fermeture de la parenthèse. Je reprends mon analyse sur le temps. Cette individualisation par les achats et cet exercice de déduction est presque imposé justement par le temps d'attente à la caisse qui s'allonge et qui s'étend. Je cite. Le temps de l'attente à la caisse, celui où nous sommes le plus proches les uns des autres. Observer et observant, écouter, écoutant. Ou simplement nous saisissant de manière intuitive, flottante, exposant, comme nulle part autant, notre façon de vivre et notre compte en banque. Nos habitudes alimentaires, nos intérêts les plus intimes. Même notre structure familiale. Les marchandises qu'on pose sur le tapis disent si l'on vit seul, en couple, avec bébé, jeunes enfants, animaux. Exposant son corps, ses gestes, sa vivacité ou sa maladresse, son statut d'étranger quand on réclame l'aide de la caissière pour compter les pièces. Son souci d'autre, en plaçant le séparateur de caisse derrière ses courses à l'attention du client suivant, en rangeant son panier vidé au-dessus des autres. Mais nous fichant, au fond, d'être exposés dans la mesure où l'on ne se connaît pas, et la plupart du temps, ne nous parlant pas. Comme s'il était saugrenu de lier conversation, ou simplement impensable pour certains, avec leur air d'être là sans y être, pour signifier qu'ils sont au-dessus du gros de la clientèle d'Auchan. Le temps est central, vous l'aurez compris, mais également pour une raison bien simple. Si l'on impose le temps, on peut vous pousser à la consommation. L'exemple le plus flagrant de cette utilisation du temps est celui de la saisonnalité. Lorsqu'arrive l'été, les barbecues sont sortis, et bien sûr les maillots de bain. Puis vient le mois de juillet. À la mi-juillet, début août, c'est celui de la rentrée des classes. Viendra ensuite Halloween, Noël, et ainsi de suite, en boucle. Page 70. Annie Ernaux écrit. Œuf de Pâques à gogo. Déjà, j'avais oublié. Les grandes surfaces n'oublient rien. Les maillots de bain sont sans doute dans des caisses, prêts à être déballés, comme les cadeaux pour la fête des mères. Les instances commerciales raccourcissent l'avenir et font tomber le passé de la semaine dernière aux oubliettes. Un peu plus loin, Annie Ernaux écrit également « Indifférent aux peurs xénophobes d'une partie de la société, l'hyper s'adapte à la diversité culturelle de sa clientèle. Elle suit scrupuleusement ses fêtes. Aucune éthique là-dedans, juste du marketing ethnique. Les tenants du libéralisme auraient cependant beau jeu de vanter cette réelle fonction égalitaire et intégratrice du marché. » Et bien sûr, tout cela fonctionne très bien, dans un modèle d'hyperconsommation qu'Annie Ernaux qualifie de logique inexorable de l'accumulation. On a toujours besoin d'un petit poids chez soi, disait une antique publicité, et toujours besoin de PQ, de shampoing, d'huile, de lait UHT, etc. Les récits et films de famine sont insupportables. Faisant appel à la fois à la fête, bien sûr, aux promotions, au collectif aussi pour gérer la masse comme étant un tout, nous, les clients, et enfin au langage. Je cite. Non loin au-dessus des bacs de viande fraîchement découpées, quantité de panneaux dispersés. Boucherie à moins de 1 euro, les solutions moins chères d'Auchan, viande à 1 euro par personne. Langage humanitaire de séduction. L'hyper calcule le poids de la ration dans l'assiette, mais de quel poids? Pas vu, sans doute noté en tout petit. Ce modèle d'hyperconsommation, et l'exemple sur le langage que je viens de vous donner, n'est pas sans rappeler les fonctions et usages de la langue,
tels que les décrit Orwell dans 1984. Et finalement, si je tire la ficelle encore plus loin par rapport à tout ce que je vous ai dit, et qu'on fait le parallèle avec ce que propose Orwell, notamment avec la mutabilité du passé, dont je vous parlais un peu plus haut avec le passé de la semaine dernière qui finit aux oubliettes, l'écriture d'une certaine histoire et du futur, selon la vision qu'en a l'hypermarché, avec l'apparition des caisses automatiques, ou encore les écrans qui remplacent les publicités, bah oui, on est là pour consommer après tout. L'idée de faire masse, de créer l'événement, d'animer un peu cette fameuse communauté, cette masse, l'hypermarché, en tant que tel, représente un exemple caractéristique de la domination et d'un substrat de dictature, celle de la consommation absolue. Je ne vais pas vous faire une analyse croisée entre 1984 et les applications dans un hypermarché, ça n'est pas mon propos, mais il y a évidemment des connivences qu'il est nécessaire de relever, car Ernaud pose un juste paradoxe. M'est venue la question que je me pose des quantités de fois, la seule qui vaille. Pourquoi on ne se révolte pas? Pourquoi ne pas se venger de l'attente imposée par un hypermarché qui réduit ses coûts par diminution du personnel en décidant tous ensemble de puiser dans ses paquets de biscuits, ses plaques de chocolat, de s'offrir une dégustation gratuite pour tromper l'attente à laquelle nous sommes condamnés, coincés comme des rats entre des maîtres de nourriture que, plus dociles qu'eux, ne nous ont pas grignotés. Pourquoi ne nous révoltons pas? Ce paradoxe est intéressant. Cependant, les observations de l'auteur s'arrêtent en 2013, je vous le disais en introduction. Dans mon édition, j'ai un petit retour sur cette expérience qui a été écrit en 2016 et qui finalement fait le constat que rien n'a vraiment évolué, si ce n'est que l'hypermarché façonne ou représente un pan de l'histoire de chacun d'entre nous finalement. Il aurait été intéressant d'avoir une réécriture de cet ouvrage aujourd'hui, en 2024, après les évolutions et différentes crises que l'on a connues. La logique d'accumulation absolue, qui a évidemment connu son pic durant la crise sanitaire avec le Covid, et cette fameuse guerre pour le papier toilette, où les gens se battaient pour obtenir des rouleaux. Bien sûr, cette même crise qui a transformé l'expérience pour certains en étant la seule sortie, l'échappatoire pour lequel il fallait demander une autorisation d'aller consommer, et qui devenait presque le prétexte permettant de passer un peu plus de temps en dehors pour se balader, mais qui n'a fait juste que pousser à une consommation différente. Un regard aurait aussi été évidemment le bienvenu sur ces messes consuméristes incantatoires que sont le Black Friday ou encore le Cyber Monday. Ce point nous amenant bien sûr à l'explosion du numérique et le développement des services annexes comme le Drive, forçant l'hyper à réinventer sa domination sur ses clients avec un nouveau langage, un nouveau service, des nouvelles promotions. Le tout dans un contexte où les Uber Eats, Deliveroo et autres livreurs très précaires deviennent finalement des pions relais de ces mêmes grandes marques et hypermarchés, sous-tendant des problématiques sociales bien plus ramifiées et compliquées à analyser. J'ai par exemple eu un temps des voisins qui trouvaient visiblement essentiel de remplir leur placard à l'aide de ce genre de service à des horaires indécents passant les 22 heures. Pour conclure sur ces points, cette lecture était un peu pour moi un pari quitte ou double. À vrai dire, car j'aurais pu me retrouver dans de la psychosocio de comptoir, très clairement, ou dans un essai critique de la société de consommation. Ouin, les caddies c'est très mal, c'est la représentation du diable, le capital c'est l'annihilation, à bas Carrefour, il faut faire exploser les supermarchés. Bref, je caricature mais vous voyez l'idée. Du militantisme cliché basique, sans réflexion ni proposition derrière, et tout cela eût été dommage. Si je suis intellectuellement honnête, on n'est ni tout à fait dans l'un, ni tout à fait dans l'autre. Il y a effectivement quelques passages qui relèvent d'une vision avec des convictions et la défense de certaines valeurs, et pourquoi pas, c'est très intéressant. Ce n'est pas pour autant un manifeste anticapital, en l'absence de prise de position forte, ni même un essai sur les courses et les hypermarchés. En effet, la grille d'analyse est parfois relativement limitée et proche du constat brut qui est celui de l'observation. C'est, et je pense que c'est de toute façon la seule ambition de ce petit livre, une simple consignation d'un ensemble d'observations du quotidien, dans un cadre donné, avec une première lecture de la situation qui a été vécue par l'auteur. De mon point de vue, il y a évidemment quelques passages analytiques, mais la lecture devient véritablement intéressante dès lors que vous décidez, vous, en tant que lecteur, de vous projeter dans ce quotidien que vous connaissez parfaitement, et que vous essayez d'observer ce qui vous entoure en allant un cran plus loin que l'observation simple et l'expérimentation brute en tant que client.
en proposant votre propre interprétation par-dessus celle qui est faite par l'auteur et en vous projetant parmi les protagonistes qui sont décrits. À titre d'exemple, j'ai moi-même été cet enfant qui, au rayon librairie, prend un livre, une bande dessinée, et la lit soit sur place, soit en suivant le mouvement incessant du caddie, sans prêter trop attention à ce qui se passait autour, ni en faisant attention au temps qui s'écoule. Par ailleurs, la lecture en rayon a été ensuite interdite dans beaucoup de magasins, au prétexte des craintes en termes de dégradation. Mais il faut peut-être comprendre la chose différemment et comprendre que lire sur place, ça n'est pas acheter le livre. Et donc vous ne servez pas la mission de l'hyper qui vient donc reprendre la main sur vous avec des nouvelles règles qu'il édite dans sa société et que vous acceptez en tant que citoyen de celle-ci. Finalement, ce que vous devriez retirer de ce court récit que je vous encourage à lire, c'est votre propre grille d'analyse qui vient compléter les observations faites par l'auteur et qui pourrait changer en filigrane votre expérience des hypermarchés. Alors, la prochaine fois que vous irez faire vos courses, essayez de jeter un œil et constatez qu'il n'y a pas d'horloge, que vous voyez ce client prendre un petit grain de raisin. Rendez-vous compte aussi de la temporalité imposée par les différents stands de fêtes et autres événements calendaires en tête de gondole. Essayez de deviner ce que peut être la vie de la personne devant vous à la caisse, en analysant ses achats, et ainsi de suite. Ah, et puis faites-moi plaisir tant que vous y êtes. Cette fois-ci, n'oubliez pas de prendre le curry. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode vous a plu, sur une thématique un petit peu originale que sont les supermarchés. Je dois vous avouer que je ne pensais pas faire un épisode sur les supermarchés quand nous avons lancé le podcast avec Gaëtan. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous encourage à nous mettre les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est un petit geste gratuit pour vous, c'est rapide et ça nous soutient énormément dans le travail que l'on vous propose. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, inspiration.podcast. Autrement, vous pouvez bien sûr consulter nos autres épisodes, et bien sûr, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.